Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes le 28 avril 10 heures, donc bienvenue dans ce webinaire. Merci à vous de passer ce temps avec nous. Je suis sûre que vous avez tous un agenda très rempli. Nous sommes ravis de vous voir ici avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons vous présenter un webinaire sur la déshydratation des boues d'épuration et en particulier de la déshydratation décentralisée de ces boues. Je m'appelle Lenka Ryakova et j'ai avec moi aujourd'hui ma collègue Audrey Gabar. Bonjour. Nous sommes toutes les deux basées chez Amcon Europe à Prague, en République tchèque. Donc, pour parler un peu de l'organisation de ce webinaire, nous garderons vos micros éteints pour ne pas avoir de bruit externe. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans la partie Q&A, donc questions-réponses, sur vos écrans, et nous allons y répondre à la fin du webinaire. Vous pouvez bien évidemment nous contacter aussi par mail, par téléphone ou encore via notre site internet amcon-eu.com. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Audrey et on va aussi éteindre notre caméra pour avoir un meilleur signal. Merci Lenka. De nouveau, bienvenue à tous et merci de participer à ce webinaire. Une seconde. Nous allons dans un premier temps vous expliquer pourquoi Amcon a décidé de parler de la centralisation et la décentralisation du traitement des boues. Ensuite, on verra quelles sont les spécifications de l'un ou de l'autre. Les facteurs écologiques et économiques liés à la décentralisation et la centralisation, et quelques exemples concrets. Dans un premier temps, qui est Amcon? Qu'est-ce que nous faisons? Vous peut-être vous en doutez, mais en 1974, la compagnie a été fondée au Japon et traitait les eaux usées de plusieurs villages de montagne. Cette façon de traiter les eaux usées, dans un premier temps, donc, a commencé à être décentralisée, et Amcon participait à cet élan, et comme ça, on a pu se rendre compte du souci de la déshydratation des boues qui était décalé par rapport à la décentralisation du traitement des eaux usées. Donc, petit à petit, les villages traitaient leurs eaux usées, mais pas leurs boues, et les boues continuaient à être centralisées. Du coup, Amcon a pu avoir un terrain pour pouvoir créer une technologie qui a permis par la suite de décentraliser le traitement des boues. Aujourd'hui, 313 villages sont équipés d'une machine de traitement des boues, une volute en l'occurrence. J'ai des difficultés à passer les slides. Une petite question pour vous, pour commencer, pour jouer, pour s'amuser. Combien de camions-citernes, d'après vous, sont nécessaires pour un village qui fait à peu près 2000 équivalents habitants, qui ne déshydrate pas ses boues localement? Donc, une boue biologique à 2%, un exemple juste pour jouer encore une fois. On envoie des propositions de réponse devant vos écrans. Donc, 10 camions-citernes, 50 camions-citernes, 100 camions-citernes ou 200. On commence à recevoir des réponses. Merci pour vos participations. C'est juste un quiz pour, encore une fois, s'amuser. On attend encore un tout petit instant que tout le monde puisse participer. Mais oui, bon, on a encore des réponses qui arrivent. Et dans un instant, on va partager la réponse. Je ne sais pas si on partage la réponse ou pas. Oui, donc allons-y. La plupart d'entre vous ont répondu 50 camions-citernes. Or, on est à un chiffre qui est près de 200. Pour ce village qui ne traite pas ses boues localement, il lui faut 200 camions pour pouvoir envoyer ses boues sur une station centrale. En fait, il en fait 190 exactement. Pour avoir visuellement une impression de ce que la déshydratation localisée peut amener comme gain, on a simulé que cette même boue, pour ce même village, puisse être déshydratée à une cécité de 20%.
Et dans ce cadre, il ne faudra plus que 19 camions-citernes pour pouvoir… Alors, certainement, les boues déshydratées ne se transportent plus en camions-citernes puisqu'elles ne sont plus assez fluides. On les met en containers, c'est des containers souvent de 5 mètres cubes. Donc là, pour la comparaison, on a gardé des camions-citernes pour que les volumes soient les mêmes et qu'on puisse visuellement voir la réduction de 90% de ce volume. Une autre façon très visuelle de voir cette réduction de volume de boue quand on déshydrate, la zone bleue représente un volume de boue à 0,5% de matière sèche. Quand on la déshydrate et qu'on arrive à 16% de matière sèche, par exemple, on arrive à une surface qui est représentée par le point jaune. Donc encore une façon visuelle de voir cette réduction de volume. Donc, on peut imaginer la réduction des coûts en termes de transport derrière. Mais on verra les détails des avantages un peu plus tard dans cette présentation. Maintenant, qu'est-ce que la centralisation exactement? Qu'est-ce que la décentralisation de la déshydratation des boues? Ici, on a 4 steps indépendantes. Elles vont toutes traiter leurs eaux usées, mais elles vont toutes envoyer leurs boues sur une station centrale. Là, on peut imaginer de gros volumes au niveau du traitement des boues, des centrifuges qui traitent ces boues, quelque chose d'assez volumineux. Contrairement à la décentralisation du traitement des boues, où ces mêmes 4 steps vont être indépendantes de la centrale et vont traiter leurs boues directement. Un autre exemple de cette réduction de volume, mais là on est plus sur un exemple très concret. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, on est séparés au milieu par un espèce d'effet miroir. À gauche, 100 unités de déshydratation et sur la partie droite, les 3 mêmes exemples avec une unité de déshydratation. Restons sur l'exemple numéro 1, un village de 830 équivalents habitants, situé à 23 km d'une centrale, fait transporter ses boues liquides avec 9 camions-citernes de 10 mètres cubes. La même station, un peu plus tard équipée d'une volute pour déshydrater leur boue, réduire leur volume, va utiliser un seul container de 5 mètres cubes. Donc là, du coup, on est beaucoup plus proche de la réalité. On a un container de 5 mètres cubes qui prend les gâteaux de boue et ensuite vont les emmener à la centrale en format déshydraté. Ce sont des exemples qui permettent de mieux comprendre pourquoi les volumes sont intéressants à voir, mais derrière, il y a des raisons écologiques, économiques, et Lenka va nous présenter les facteurs de décision d'une solution ou l'autre, centralisée ou décentralisée. Merci Audrey. Alors, quand on dit qu'en tant que Amcon, on promeut la déshydratation décentralisée, c'est surtout pour les raisons écologiques et économiques. Je pense qu'il est logique de savoir pourquoi on parle de l'écologie aujourd'hui. Il y a un risque de pollution en lien avec le transport. Il y a la présence de camions lourds, souvent sur les petites routes. Et il y a un risque de pollution de l'environnement par la boue qui se déverse sur la route. Je pense que c'est clair. Mais il ne faut pas se mentir, il y a aussi d'autres facteurs qui entrent dans le jeu et qui sont souvent encore plus importants dans le processus de la prise de décision pour l'adaptation d'une nouvelle technologie. Il s'agit ici surtout donc des facteurs économiques. L'écologie sera bien sûr importante dans certains pays et moins importante peut-être dans d'autres. Mais tout le monde regardera l'aspect économique en comparant l'approche centralisée et l'approche décentralisée. Si on se focalise sur les aspects économiques, on peut parler du coût de transport, de la distance entre la steppe et la station centrale, le coût de la déshydratation, le coût de l'élimination du gâteau après déshydratation et bien sûr de l'investissement dans une technologie si on considère passer du schéma centralisé au schéma décentralisé. Et nous allons en discuter sous peu. Alors, il y a bien évidemment des facteurs qui sont encore au-delà des facteurs écologiques et économiques. C'est ce que j'appellerais la liberté et l'indépendance, en fait. Dans le cas où une station d'épuration reste dans le cadre centralisé, il faut quand même qu'elle se pose quelques questions. Donc, par exemple, comment maintenir une relation équitable à long terme entre petites et grandes stations d'épuration? Que va-t-il se passer si l'acteur central décide d'augmenter ses prix de manière significative?
que fera la petite station d'épuration si jamais il y a un retard dans l'évacuation de ces boues, comment et où elle va les stocker, pendant combien de temps. Donc on voit qu'il y a un choix à faire et la station, est-ce qu'elle veut être dépendante ou indépendante des autres? Pendant la dernière décennie, la situation sur le marché de déshydratation a beaucoup changé. Aujourd'hui, nous avons des technologies qui sont disponibles pour les petites stations également et qui offrent des avantages de l'amélioration du cadre de vie, tout en protégeant l'environnement grâce à la baisse de ce besoin de transporter les boues liquides. Vous vous demandez peut-être quels sont les coûts supplémentaires liés au fonctionnement de ces technologies. Ah ben justement, l'un des avantages les plus importants ici, c'est un OPEX, donc les coûts opérationnels, qui sont vraiment réduits par rapport à celui des anciennes solutions. Quand on parle de l'OPEX, on s'intéresse surtout à la consommation de polymères, la consommation d'énergie, donc d'électricité, et la consommation d'eau de rinçage. Donc, qui sont comparés, par exemple, aux grandes centrifugeuses ou filtres à bande, sont vraiment réduits. Nous avons déjà abordé la question de l'indépendance des stations, et on y revient encore un peu ici. En décentralisant, la déshydratation peut se faire régulièrement, en continu, par opposition à, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, en fonction de la fréquence d'évacuation des boues liquides par la station. Et ceci offre des avantages de processus à la STEP. Effectivement, plus la boue est fraîche et plus elle sera facile à déshydrater, je pense que c'est clair. Et en plus, donc, la qualité du filtrage sera meilleure. C'est surtout à cause du taux de phosphore et d'azote qui sera limité dans le filtrat, parce que ces substances restent dans la partie solide de la boue tant que la boue est fraîche. Donc le filtrat sera très léger et pourra être facilement soit réutilisé dans la station, soit déchargé en fonction de ses besoins. Donc ici, on a un exemple d'une telle technologie. Donc sur la photo à droite, vous voyez notre plus petite unité de presse de déshydratation, la Volute ES051. Donc ce n'est pas un jouet ou une unité de démonstration, mais une vraie unité de traitement des boues qui est adaptée pour les petites stations à partir de 50 équivalents habitants. Et elle occupe un très petit espace. Je ne me souviens plus, Audrey, est-ce que tu sais, c'était deux machines à laver. Oui, ah, oui. Merci beaucoup. Donc, deux machines à laver, donc vraiment une machine très petite. Dans le tableau, on vous présente un peu notre série ESFS, donc un exemple des solutions qu'on propose, ainsi que le nombre d'équivalents habitants correspondant à chaque machine. En ce qui concerne l'OPEX, on voit que la plus petite ES, celle qui est sur la photo, ne consomme que 0,2 kW par heure. Donc, c'est vraiment rien du tout. Ça correspond à la consommation de 2 ampoules. Et notre plus grande unité de cette série, donc la 404, tout à droite du tableau, elle consomme 9 kW. Ça reste jusqu'à 20 fois inférieur à la consommation d'autres grandes technologies disponibles sur le marché. Et cette machine peut traiter jusqu'à 40 m3 de boue biologique à 1% de matière sèche. En fonction des besoins spécifiques, de la quantité et de la fréquence de production des boues et aussi de la possibilité d'investir ou non, la station va avoir deux choix si elle souhaite abandonner l'approche centralisée. Et donc ici, on va parler de la déshydratation mobile ou alors de l'installation permanente d'une nouvelle technologie. Les critères qu'on va regarder pour ces deux approches sont les points suivants. Donc, on a l'investissement initial, les coûts opérationnels, la fiabilité de la solution, comment on va gérer les filtrats et comment gérer le gâteau après déshydratation. Donc, dans le cas de la déshydratation mobile, un prestataire va venir sur site avec son équipement mobile et il va déshydrater directement sur place. Donc, il n'y a pas de transport de l'eau et pas d'investissement initial. Il faudra juste payer les frais de service. La fiabilité est d'habitude plutôt haute, mais cela dépend bien sûr du fournisseur de service que vous choisissez. En fonction de la qualité et de l'âge de la boue, le filtrage sera plus ou moins facile à gérer. Si le niveau de phosphore et d'azote est élevé, ça va amener des coûts de traitement supplémentaires. Ensuite, le gâteau peut être pris en charge par le prestataire si ce service est proposé. C'est souvent le cas d'ailleurs. Le client est ici toujours assez dépendant, je dirais, de la disponibilité du prestataire et la boue doit être stockée pendant un certain temps.
de l'autre côté, donc pour acheter une installation permanente, il faut bien sûr investir au début, mais l'OPEX sera très faible. La fiabilité est très haute parce que si on parle de la volute, c'est une technologie à rotation très lente. Donc, si jamais un problème arrive, il va arriver très lentement. L'opérateur aura le temps de réagir. En plus, il n'y a presque pas de maintenance sur les machines. La gestion des filtras est facile parce que les boues sont déshydratées quand elles sont fraîches. Donc, on obtient un filtrat qui est très léger et qui peut être facilement retourné dans la steppe ou alors déchargé dans la nature selon ses caractéristiques et selon les besoins de la station. Également, selon le souhait du client ou encore des réglementations de la région donnée, le gâteau sera envoyé en épandage, en incinération, en compostage ou encore en méthanisation. Donc, je n'essaie pas de dire qu'une approche marche mieux que l'autre, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire, c'est juste un choix que la station va devoir faire si elle décide de quitter le schéma centralisé. Encore pour pouvoir visualiser encore un peu mieux cette situation, donc ce petit graphique permet de comparer les coûts totaux de déshydratation sur le long terme. Il s'agit bien évidemment d'une estimation et non pas des valeurs calculées, mais c'est vrai que c'est la tendance qu'on voit souvent sur le marché. Dans le schéma centralisé, on n'a pas d'investissement initial, bien sûr, mais on voit que les frais deviennent assez élevés car on transporte beaucoup d'eau. Dans le cas de la solution mobile, c'est pareil, il n'y a pas d'investissement initial, mais les frais de service sont bien moins chers que dans l'approche centralisée, car on a plus besoin de transporter de la boue liquide et la déshydratation se fait sur place. Pour la décentralisation, la station va investir dans sa solution au début, mais cet investissement sera, entre guillemets, absorbé par les coûts OPEX qui seront faibles. Sur le long terme, on voit que c'est la solution la plus rentable si la station a un besoin régulier, un besoin continu. Les ronds rouges sur le graphique représentent les seuils de rentabilité entre les différentes approches. Pour calculer le retour sur investissement d'une unité de déshydratation, c'est très simple. On peut le faire pour vous, bien évidemment. Il faudra juste nous communiquer les données suivantes. Donc, on a le coût de transport des boues liquides, le coût de transport du gâteau, la distance, le coût par kilomètre, la teneur en matière sèche de vos boues, l'acidité du gâteau et aussi la fréquence de déshydratation. Tous ces éléments sont listés dans le tableau en bas. Donc, prenons l'exemple de la station à 8000 équivalents habitants dans le tableau en haut maintenant. Donc, nous avons calculé leur production, leur production de boue, le nombre de citernes qui sont nécessaires pour le transport. Et en fonction de ça, on retrouve en fait donc la quantité de boue déshydratée, le nombre de camions qu'il faut pour évacuer ces boues, et on pourra retrouver les économies mensuelles ou encore annuelles. Et donc, on sait que faire des économies, ça veut dire gagner plus. Pour calculer le retour sur investissement, on prend en compte bien sûr les coûts liés à l'installation et au fonctionnement de la technologie. C'est un calcul très simple, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé pour voir des chiffres spécifiques à votre besoin. Maintenant, je vais repasser la parole à ma collègue Audrey qui va vous présenter quelques cas spécifiques. Un exemple d'un cas concret d'un village de 4800 équivalents habitants qui avait surtout des soucis de frais de transport de ces boues liquides et qui a adopté une technologie volute afin de réduire les volumes de leurs boues et pouvoir décharger uniquement des boues déshydratées. Pour ce cas, on voit que la cécité du gâteau atteinte était de 17,5% et le client a été parfaitement satisfait parce qu'il a vraiment atteint ses objectifs de réduction de frais de transport. Un deuxième exemple qui est très intéressant parce qu'il concerne plus l'espace au sol. Quand on construit une station d'épuration, on ne planifie pas forcément de faire la déshydratation localement dès le départ. Si à l'heure actuelle, peut-être les conceptualiseurs prennent ça peut-être plus en compte. Mais nous avons rencontré un village qui n'avait pas d'espace intérieur pour accommoder une unité de déshydratation. Nous avons proposé de lui mettre dans un container. Amcon est capable de construire des containers fixes ou mobiles, complètement adaptés aux besoins du client, portes, fenêtres, radiateurs,
la ventilation, une tablette pour poser l'ordinateur, tout peut être aménagé pour le confort de l'opérateur. Mais d'un point de vue espace, c'est surtout intéressant quand la station d'épuration n'est pas capable d'accommoder de nouveaux espaces pour mettre de nouvelles unités. Dans cet exemple-là, la volute a atteint un gâteau d'une cécité de 20,9% à peu près. Mais dans cette présentation, c'était important pour nous de faire passer le message de qu'est-ce qu'une centralisation de traitement des boues comparée à une décentralisation du traitement des boues, et les avantages d'une décentralisation, d'un format décentralisé. Amcon est là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous avez la possibilité de nous les taper et nous pouvons les voir. Donc, je vous invite à communiquer quelques questions que vous puissiez avoir. Si ça vient plus tard, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un email directement. Si moi je vois, oui. On a une question. Quelqu'un qui nous demande combien d'installations avez-vous en Europe et combien en France? Donc pour vous dire, on a à peu près 4800 installations dans le monde entier, dont un peu plus de 10% en Europe. Donc on peut dire 500 installations en Europe. Et ça doit être… En France, une quinzaine d'unités maintenant. Oui. C'est ça. Peut-être d'autres questions. Alors, il y en a une après. Quelle est la concentration maximale des boues en entrée de déshydratation? Tu veux la prendre? Je la prends, très bien. Alors, on n'a pas de limite, en fait, pour la concentration maximale des boues en entrée. Il faut juste que les boues soient fluides et qu'on arrive à les pomper dans l'unité, en fait. Donc, on a déjà travaillé avec, je crois que c'était une fois un cas où la boue était à 18% en matière sèche et elle était encore pompable. Donc, tant que c'est fluide, c'est ça, tant que c'est fluide, c'est bon. Après, ça dépend, c'est du cas par cas. Voilà. Et une question est arrivée entre-temps. Peut-on avoir une idée du prix de la machine, de notre équipement? Alors, oui, il faut mieux nous contacter directement. Bien sûr qu'on sélectionne un modèle plus ou moins gros en fonction de vos volumes, en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous souhaitez faire avec vos gâteaux de boue, avec vos nombre d'heures d'opération par jour. On a beaucoup de choses à prendre en compte, donc vous donner un prix ou une idée du montant de l'équipement comme ça, c'est pas possible. Mais j'ai bien noté le nom de la personne qui nous a envoyé la question. Je n'hésiterai pas à contacter directement pour pouvoir connaître un peu mieux votre cas et pouvoir vous donner une idée des coûts, bien sûr. On a, on a une question qui est liée à la question précédente sur la concentration maximale. Donc, quelqu'un qui nous demande s'il faut préépaissir la boue si elle est peu concentrée. Non. Et voilà, on la reçoit une deuxième fois. Donc, je vois que ça vous intéresse. On n'a pas besoin de préépaissir les boues. On a une limite basse, en fait. Donc, il faut que la boue soit un minimum de 0,2% en matière sèche, donc ça veut dire 2 grammes par litre, pour qu'on arrive à la traiter. Et si elle a 0,2% et plus, nous n'avons pas besoin de préépaissir les boues parce que ce système, en fait, il est déjà intégré dans les machines. Voilà. Donc, c'est un avantage par rapport aux autres types de technologies qui, souvent, ont besoin de préépaissir les boues peu concentrées. Voilà. Donc, la floculation est bonne, on préépaissit et on déshydrate avec une seule unité. On a souvent tendance à dire ce qui est floculable et déshydratable. Voilà. Ça pleut de questions. Oui, on en a quand même. Audrey, je te laisse prendre celle-là. Comment se procurer un de vos équipements en France? Ah oui. Alors, en France, nous avons des partenaires sur lesquels on est capable de vous rediriger. Donc, contactez-nous directement et je n'hésiterai pas à vous donner le nom des contacts qui pourront vous aider localement. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on en voit d'autre? Le système fonctionne à la fois mécaniquement par le système de plaques, vis et chimiquement par ajout de polymères. Oui, justement, c'est ça. Donc, on a une partie floculation d'abord.
Il faut floculer les boues. Alors, on a certains cas où c'est pas nécessaire de floculer la boue, mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Dans 99% des cas, on va d'abord floculer la boue. Donc, on a en fait un réservoir de floculation qui est intégré dans toutes nos machines, dans laquelle on va doser le polymère qui sera déjà dilué, donc avec un certain temps de maturation pour bien l'activer. On va le doser directement dans la boue. Il va y avoir un temps de séjour dans ce réservoir de floculation pour que la boue arrive à floculer. On a un agitateur, bien sûr. Et après ça, seulement, les boues déjà floculées vont rentrer dans le cylindre dans lequel ils vont être séparés par ce processus mécanique, par le système d'anneaux d'anneaux fixes et mobiles et la vis à l'intérieur. Je pense que c'est pas la peine d'aller dans le détail au niveau de la technologie. C'est pas l'objectif de ce webinaire de toute façon. Par contre, c'est vrai. Je pense que si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et on voit qu'il y en a encore un peu plus, mais on peut pas trop vous garder pendant très 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 longtemps. Donc, on va bien sûr vous envoyer les réponses à vos questions. Mais pour continuer sur ce que voulait dire ma collègue. Donc, on a d'autres événements à venir où vous pouvez justement venir voir nos équipements. Donc, on sera présent à IFAT cette année à Munich, donc toute la semaine du 30 mai au 3 juin. Vous pouvez nous trouver dans le hall A2, sur le stand 416. On va voir trois de nos machines, 3 unités, donc série ESFS et aussi série Duo. Peut-être certains entre vous, vous êtes déjà familiarisés avec ce type de technologie. Donc, venez nous voir, dites-nous si vous avez participé au webinaire, ça va nous faire plaisir. Et on a aussi un deuxième, un deuxième webinaire que l'on va mettre en place concernant plutôt la technologie Volute et notre innovation, la Volute Duo. On expliquera dans le détail la différence d'un modèle à l'autre et les avantages et tout ce que ça peut apporter aux stations d'épuration. Le webinaire aura lieu encore cette année. Oui. On va vous envoyer les invitations comme pour celui-ci. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Encore une fois, s'il y a d'autres questions qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Et sinon, on espère vous revoir au prochain webinaire, peut-être à Munich pour IFAT. C'est ça. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre temps et bonne journée à tous. Au revoir.